want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Fly Podcast Fly. L'épisode beaucoup, je ne sais pas le numéro, mais épisode de victoire. Évidemment, on célèbre la victoire face aux Cowboys, même si, petite confession personnelle, j'ai un peu plus de mal que d'habitude à vraiment être dans un moment d'extase parce qu'ils sont tellement nuls que j'en ai presque, j'avais presque un goût amer derrière la bouche. Pour en parler avec nous, Grégory HR est avec nous. Bonjour Grégory. Super Bowl plus que jamais. Bonjour à tous. Bienvenue, peuple des Eagles. J'ai aucun goût amer. Ils ont qu'à pas être nuls. C'est bien fait pour eux. C'est des tocards. Voilà. Et évidemment, avec nous également, Eagles FR, François qui est avec nous. Salut François. Salut Victor, salut Greg et salut à tous. Salut. Et je suis un peu entre vous deux. J'ai kiffé. J'aurais aimé un peu d'opposition un peu plus sérieuse pour qu'on les déchire, mais c'était quand même assez kiffant. Et voilà. Et Victor, c'est l'épisode 124. Évidemment, l'épisode 124. Et excusez-moi, tant qu'on est là, oui, l'épisode. Il y a eu quelqu'un qui avait annoncé un 34-7 pour un 34-6. Je prends tout de suite mon premier point de la saison. On n'en parle plus. Hein. Exactement, puisqu'en effet, tu nous as spoilé le résultat, mais normalement, si vous êtes là, c'est que vous le connaissez. Une première mi-temps un petit peu, on va dire, difficile, avec beaucoup de turnover des deux côtés, on va y revenir. On mène 7-0, ils reviennent à 7-6, on marque finalement, alors qu'il reste une minute globalement à jouer, 1 minute 30 peut-être, on marque un touchdown juste avant la mi-temps, 14-6, et après en deuxième mi-temps, on punt, et ensuite, c'est touchdown, feed goal, et on gagne 34-6 en 3 quarts-temps globalement, puisque le 4e quart-temps, c'est quasiment que du Kenny Pickett, enfin en tout cas la fin de match, c'est du Kenny Pickett et compagnie. Autant vous dire que Kenny Pickett, on espère qu'il ne foutra jamais les pieds sur un terrain, parce que ce qu'on voit, ça fait peur quand même. Mais bon. Après, il lui demande de ne pas lancer, le pauvre. Alors, bon. Oui, je suis d'accord. Après, quand il lance, c'est dans le dos du receveur. Mais ça, c'est pas évident. Hein. C'est un numéro quand même. On dit lance dans le numéro. On lui a pas dit le numéro sur le torse. C'est tout. Je suis d'accord, mais c'est comme Will Shipley où tu regardes ses stats, il est dégueulasse, mais en même temps, il lui donne que des runs quand tout le monde sait qu'on va courir et qu'il y a 10 mecs dans la boîte. Donc bon, voilà, donc victoire écrasante, entre guillemets. L'attaque, toujours au top. On va commencer par ça, François. Jalen Hurts, encore un incroyable match statistique, puisqu'il a, si je reprends, il a 4 touchdowns, puisqu'il en a 2 dans les airs et 2 au sol, 50 yards au sol, 202 yards à la passe. Match quasi parfait, à 2 exceptions près. Un fumble, où là, je pense qu'il est coupable parce qu'il met pas les deux mains sur le ballon. Et une interception pour lequel moi, je considère qu'il est absolument pas coupable parce que c'est juste un gros jeu défensif. Globalement, François, on est content de ce match de Jalen Hurts. Oui, tu dis, moi, les 2 points, j'allais dire ces 2 erreurs. Je trouve que sur le fumble, on peut vraiment lui en vouloir parce que c'est un quarterback scrambler, justement, et que dans ces moments, il doit le savoir, il doit le voir venir. Voilà. Bon, comme j'aime bien dire, shit happens. Hein, donc, quand c'est ton erreur du match, dans un match qu'on a dominé, ça va. L'interception, il aurait pu un peu mieux la placer, il aurait pu un peu mieux la lancer, mais je suis complètement d'accord avec toi quand tu regardes le play de Dix. Pour aussi mal au cul que ça me fasse de le dire, il a vraiment joué comme il devait la jouer, et il a chopé la balle. Ça fait chier parce que c'est en end zone, mais voilà, j'allais dire, si c'est ça les erreurs de Hurts, ouais, je signe. Le reste du match, et tu l'as dit dans les stats, le reste du match, c'est un bon match à la passe, mais aussi il y a ces yards à la course qui ont pris les first down, parce que c'est pas du touche-push, qui ont pris les first down, qui ont pris le touchdown. Voilà, il a fait ce qu'il devait faire, et c'est un peu ce qu'on disait depuis plusieurs semaines. Il est revenu dans un mode où il prend ce qu'il y a à prendre. Et il fait confiance au reste de ton équipe, et ça fait du bien.
Oui, avant de donner la parole à Grégory, je tiens quand même à remettre quelque chose dans le contexte. Il y a eu 15 fois ou 16 fois, peut-être maintenant 16 fois avec Hurts, dans l'histoire des quarterbacks qui ont mis 8 touchdowns à la course dans une saison. Hurts vient de faire ça en 4 matchs. Voilà, j'essaye de replacer. Non, et pour le coup, pas que du touche-push. Donc, je replace quand même dans le contexte, même si évidemment, le touche-push doit être pris en compte. Grégory, sur Jalen Hurts, peut-être sur l'attaque en général, globalement, ils n'ont pas eu à forcer, mais après une première mi-temps, on va dire mi-figue, mi-raisin, globalement, ça reste un très bon match. Oui, non, mais c'est très bien. Après, des erreurs, il n'y en avait tellement pas eu qu'on a été presque un peu surpris qu'ils en fassent. Je ne reviens pas dessus, le fumble, vous avez raison, c'est que pour lui. Je rajouterais quand même une petite tendance à vouloir à nouveau garder le ballon, à ne pas s'en débarrasser, qui revenait un petit peu et c'était un peu chiant. L'interception, moi, je dois dire bravo au talent de Diggs. Pour le coup, elle est bien sûr qu'il peut toujours être mieux lancé, mais pour là, l'interception est juste exceptionnelle. Et ça aurait été Cooper DeJean, Mitchell Ousley qui l'aurait fait, on se serait levé en disant waouh, comment il l'intercepte. Donc voilà, c'est le jeu de demande d'erreur. Elles sont là. Je précise juste quand même sur Hurts qu'il devient le premier quarterback de l'histoire de la NFL, de l'histoire, hein, à inscrire au moins 10 touchdowns, comme tu l'as dit, au sol, dans ses 4 premières saisons. Et pendant 4 saisons consécutives. C'est-à-dire que personne ne l'avait fait. Et pourtant, nous, on a une grande histoire. Même pas Cam Newton. Même pas Cam Newton. Et pas Lamar Jackson, par exemple, hein, ou d'autres. Bon, il a eu des blessures, il ne peut pas en faire 4 consécutives. Donc, ça montre aussi sa solidité. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, sa robustesse. C'est le fait que malgré un jeu à risque, il ne soit pas blessé pour pas jouer, même si on l'avait vu boitiller pendant quelques saisons. Et il devient aussi le premier quarterback de l'histoire à inscrire un touchdown au sol, à lancer un touchdown et avoir une évaluation supérieure à 100 pendant 4 rencontres consécutivement. Donc, je veux dire, on a été très sévère avec lui, même moi, qui suis son plus fervent supporter. Je veux bien qu'on le salue quand même et qu'il est, depuis 4 matchs, et ce n'est pas le fumble qui me fera changer d'avis, à un niveau de MVP. Voilà. Moi, et c'est pour ça qu'on ouvre sur lui, d'ailleurs. Hein. Oui, mais vous avez raison. Mais parce que c'est depuis la baille. Voilà, depuis la baille. Depuis la baille. Pour moi, depuis la baille, il est au niveau MVP. Il doit être dans le débat. Alors, on verra où vont nous mener les scores, le nombre de. Mais vraiment, ça, c'est cool. En plus, il ne force pas. Moi, je trouve que ce qui est vachement bien en attaque, c'est que quand on a besoin de Smith ou de Brown, ils répondent présent. En 2 passes, tu arrives à perforer tout le monde. Barclay, c'est pas son meilleur match. On ne l'a pas fait assez courir à mon goût, mais je pense qu'il y avait une stratégie derrière. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Oui, c'était justement comme vous êtes attendu. Voilà, comme vous êtes attendu à la course, on ne va pas passer par là. Bon, après tout, tu gagnes un 3/4 temps, donc c'est que ça doit fonctionner. Franchement, je trouve que c'est du travail bien fait. Et combien de matchs contre des tocards comme ça ont pu être galères? Moi, je trouve qu'il faut qu'on se réjouisse qu'on arrive à mettre des branlées à nos adversaires, ce qui n'était absolument pas notre spécialité. Et on était les champions des matchs serrés avant que les Chiefs ne pointent le bout de leur nez cette année, quoi. Donc ça, moi, je trouve ça hyper rassurant, quel que soit l'adversaire. Non, mais je suis d'accord. Et alors moi, il y a dans le genre des pensées un peu random qu'on peut avoir, moi, j'ai pensé à Devonta Smith parce qu'un match sur 2, parce que tu ne peux pas nourrir tout le monde, il n'est pas assez impliqué. Combien il y a de receveurs, parce qu'on les connaît, les receveurs, hein. Combien il y en a qui seraient dans la presse en train de dire « Je ne suis pas assez utilisé, c'est honteux, machin, on ne me respecte pas, truc muche, machin. » Rien. T'entends rien du tout. Il ne se plaint jamais. Et je trouve que ça en dit beaucoup quand même sur la mentalité de ce joueur qui est absolument irréprochable. Et moi, je trouve que ça en dit beaucoup quand même sur l'équipe, sur le staff, sur les joueurs. Et ce qui me fait penser qu'on peut être optimiste, parce que quand c'est parti en vrille l'an dernier avec Edgy Brown et tout, on l'a vu venir, c'était glissant. Et là, je trouve qu'il y a à nouveau le semblant, j'attendrai, même s'il y a cette 2, d'un objectif commun. Et donc, Museau, on va leur montrer, on s'est dit ce qu'on avait à se dire pendant la baille, on a réajusté, et je trouve qu'il n'y a que des progrès. Et même des progrès, après je lâche la balle, en cours de match. C'est-à-dire que Wirtz, par exemple, aurait pu sombrer après le premier carton. Non, c'est pas grave. Les gars, on est sûr de nous. Et derrière, j'aime bien ça, moi, cette notion de progrès permanent. Ouais, comme tu parles, Grégory, sur l'état d'esprit, moi, c'était vraiment un sujet
sujet important. Et on a tapé sur Sirianni, moi le premier. Et donc, on peut revenir sur les podcasts. On a dit à quel point j'avais le sentiment qu'il avait perdu l'équipe, hein, parce que la séquence fin de l'année dernière et début de cette année était quand même pas grandiose. Il était quand même... Voilà, ses premiers matchs de cette saison étaient, pour moi, montré qu'il avait perdu la main. Ce qu'il a réussi à faire à la baille, alors certes, on a eu des adversaires faciles, mais ce qu'il a réussi à faire à la baille, dans l'état d'esprit, dans l'écoute des joueurs, et maintenant d'en trouver l'état d'esprit, je vous invite sur Twitter à aller voir un petit post que j'ai mis côté défensif. Il y a Garner Johnson qui fait une chanson sur Cooper DeJean, qui sont en train de se marrer sur la ligne. Voilà, il y a une vibe 2022 qui fait plaisir. C'est sûr que c'est plus facile quand tu fous 33-6 aux Cowboys, mais ça fait plaisir. 34-6, excusez-moi. Mais ça fait plaisir ça fait plaisir parce que l'année dernière on n'avait pas ça. Et puis une fois de plus, la régénération du groupe quand même. Tu vois, pardon, j'anticipe peut-être sur la défense, Victor, je ne sais pas où tu voulais mener, mais tu parles de Cooper DeJean, donc je t'ai dit la balle au bon. Moi, je trouve que ça fait partie de ces game changers, quoi. Voilà, le mec est incroyable, et je rends hommage à Victor Rouillet qui l'avait annoncé 6 ans avant tout le monde. Mitchell, on a l'impression que c'est un vétéran, c'est-à-dire qu'on parle même, on s'extasie même plus sur ces matchs, alors que le mec se fait jamais transpercer. Le mec ne perd pas un match contre un receveur. Et maintenant, Cooper DeJean, moi, pour l'avoir regardé avec presque des yeux de l'amour maintenant, ils sont durs, c'est-à-dire qu'on rate plus un plaquage. Et je trouve que la défense, plus que l'attaque, est le symbole absolu de ça. Alors, ok, ils sont nuls en face, mais enfin, c'est déjà arrivé que des mauvais fassent quelques actions dans un match. Hein. C'est tellement long, tu as tellement de drive possible. Moi, je trouve que même quand il y a une réception qui peut faire chier, on disant 3e et 12, il rentre dedans, tu t'arrêtes là, papa. Et c'est fantastique à voir. Oui, je comprendrai jamais pourquoi autant Enfin, si, je comprends pourquoi autant d'équipes sont passées dessus, parce que c'était pas un pur cornerback extérieur et que les joueurs polyvalents, ça fait peur. On a vu des Isaiah Simmons, par exemple, je vais essayer de parler français, faire des fours, mais clairement, il a métamorphosé cette équipe. Moi, je voulais juste, avant de parler de la défense, faire juste un petit tour par Sirianni, parce que François l'a évoqué, c'était mon 3e point, mais il l'a évoqué là. Ce qui a changé aussi avec Sirianni, c'est qu'il ferme sa gueule. C'est que je suis désolé, mais dans les conférences de presse, il agit normalement. Il commence pas à nous faire son Sirianni de l'année dernière, à crier dans les couloirs, dire on est meilleur, vous croyez pas en nous, machin, un truc. Là, il agit comme un coach normal, et je pense que c'est ce dont le groupe a besoin. Sur la défense, 6 points, 5 pertes de balles, hein, si j'ai bien compté, il y a une interception et 4 fumbles. Interception que je n'ai pas vue, du coup je suppose que c'était au moment où il y avait Kenny Pickett, hein, parce que moi je suis allé dormir. Quelle honte. Quitter alors là, je vais te dire, à mon âge, à 34-6 et Kenny Pickett sur le terrain, je peux te dire que ça va se coucher assez facilement. Donc 5 pertes de balles provoquées, ce qui est évidemment un record à Dallas dans l'histoire des Eagles. Des sacs, notamment un de Bryce Huff, hein, on pourrait y revenir peut-être, petit ange de retour. Un strip sack, hein. Pardon ? Un strip sack. Un strip sack, oui. Ouais, il fait une perte de balle, donc il a 12 snaps, mais... Ouais, mais dès qu'on touche le quarterback, c'était perte de balle de toute façon. Donc, c'est pas faux. Après, il est perd tout seul, donc bon, en même temps. Non, c'est ça. Et on a évidemment Zach Bone qui nous fait 2 fumbles forcés, qui est encore un joueur absolument extraordinaire. Vraiment, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, mais j'arrive toujours pas à accepter dans ma tête que le meilleur groupe de cette défense, c'est peut-être les linebackers. Je trouve ça tellement hallucinant par rapport à ce qu'on a vécu. Grégory, tu voulais en parler, donc je te laisse la main. La défense, alors certes, l'adversité, blabla, tout ça, tout ce qu'on veut, c'est encore une masterclass. Alors après, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je suis satisfait de ce qu'on disait en début de saison. Je le dis, je vais le répéter tout au long. On dit qu'il faut laisser du temps. C'est pour ça que moi, je
j'étais moins alarmiste à 2-2, que j'essayais de tempérer sur Sirianni. Je ne reviens pas sur ça, mais à un moment, on ne peut pas dire qu'il faut laisser du temps et tirer à boulet rouge à chaque fois. Et donc là, le temps est en train de se mettre en place. François l'avait très bien expliqué la semaine dernière sur Fangio, qui ne vient pas chercher un poste de head coach derrière. Donc ça, c'est une stratégie. Et moi, j'aime la façon dont il fait jouer ses joueurs. J'aime le choix des joueurs. Il y a des rookies. C'est le meilleur qui joue, en fait. Voilà, tout simplement. J'aime l'implication des anciens, que ce soit Gardner Johnson, même Slay. Voilà. Et puis, je trouve qu'il y a un état d'esprit. Voilà, la défense, on pourra parler d'interception. Je trouve que l'état d'esprit se symbolise parce qu'il nous manquait beaucoup, et ça, on le disait, et j'étais d'accord avec vous, sur ce manque d'agressivité quand il y avait un ballon porté par l'équipe d'en face, où on n'allait pas taper dans le point, où on n'allait pas essayer de récupérer la balle. Ben ça, c'est fini. Maintenant, je vois les mecs faire des choses que je voyais chez les autres équipes, et maintenant, on le fait. Voilà, on est agressif sur le porteur de balle, sur le receveur. On blitz un peu plus, même si je trouve qu'on doit s'améliorer. Je trouve, moi, que la ligne n'a pas été assez forte sur ce match-là par rapport à la concurrence, mais ça, c'est pas très grave. Voilà, moi, j'aime l'état d'esprit et je trouve que les progrès sont très, très nets et que notre défense est devenue très dure, très, très dure pour les autres. Ouais, on se souvient de nous chaque semaine qui demandions pourquoi Jim Schwartz ne faisait pas jouer les rookies. Je pense que si on avait Jim Schwartz en coordinateur défensif, on aurait encore Maddox. Hein. Et Bradbury. Je dis ça, je dis rien, mais bon, on n'oublie pas. On pardonne, mais Maddox on n'oublie pas. qui n'a pas joué là. Ici à la fin, en garbage. Bah si, à la fin, de toute façon. À la fin, il a eu le droit à ses snaps. Il a joué les 12 snaps. Les 12 snaps de la deuxième équipe. Allez, Piquet et Maddox. Hop. Et il n'a pas fait de DPI. Bravo à lui. C'est formidable. François, toi, sur cette défense, est-ce qu'il y a d'autres points, selon toi, qu'il faut évoquer ? Je pense qu'au final, il y a quand même un truc assez dingue. En début d'année, puis il n'y a pas si longtemps, on parlait encore de l'ADN Eagles qu'on gagnait en défense grâce à notre ligne. Victor, tu l'as dit sur les linebackers, moi j'ai envie de parler du back seven. C'est nos linebackers plus notre secondary. Aujourd'hui, c'est notre force. C'est ultra pas intuitif pour nous. Je pense qu'on a un travail psychologique. Je pense qu'on a des groupes d'écoute qui vont être nécessaires. On n'est pas bien. On peut avoir une bonne défense. Alors, par contre, j'allais dire, on a quand même un joueur en ligne défensive qui est en train juste calmement, mais juste de devenir un monstre. Il était dès le premier jour, c'est Carter. Parce que ce que j'adore avec lui, c'est que pour moi, Carter, c'est le Cox de sa première, ses premières 5-6 années. Ça veut dire que c'est un monstre sur chaque action. Il pourrit, il fait 70% des snaps. Il n'a pas forcément plein de stats, parce que c'est un intérieur defensive line, mais il pourrit le jeu adverse et il est écœurant. Et si vous le regardez juste, quand tu regardes la défense, tu te focalises sur lui, c'est hallucinant. À chaque action, il fout le bordel. Il lève les bras, il est capable de tout faire. Voilà, il peut perturber le quarterback et tout le monde. Hein. Et donc, c'est plus ou moins, mais il n'y a pas une action, là, et ça fait plusieurs matchs, où il est arrêté à chaque snap. Et ça, c'est impactant. Et je reviens sur le back seven. Je disais en rigolant, mais c'est encore un match jusqu'à fait Bone, et puis Dean a encore fait un bon match. Oui, on a peut-être une des meilleures paires de linebackers de la ligue. Il faut que je le dise, je pense, chaque semaine, jusqu'à ce qu'il y ait un contre-exemple, parce que voilà, c'est aussi mon travail psychologique que je vois avec ma psychologue. Et on fait jouer 2 rookies. Juste, je regardais les classements là, sur les sites de Paris, sur les favoris pour le titre de Defensive Rookie de l'année. Aujourd'hui, Mitchell est 3, Cooper DeJean est 4. Donc, on a quand même la blague d'avoir 2 rookies. Alors, Jared Verse et qui Jared Verse, Latou. Je ne vois pas comment ça peut échapper à Jared Verse. Mais bon, ça, c'est... Moi, je ne vois pas comment ça peut échapper à Quinion Mitchell. À part si tu regardes que des stats et tu considères qu'il n'y a que les stats qui comptent. Mais je pense parce que malheureusement, ça va jouer sur les stats. Je pense que pour Mitchell, il va lui falloir 2 ou 3 interceptions. Exactement. Il va lui falloir 2-3 interceptions dans des moments importants. C'est sûr que s'il fait 2 interceptions en prime time contre Washington ce jeudi, ou alors dans le match contre Baltimore, dans le duel de MVP, là, ça pourrait shift en effet des votes. Oui.
Mais je pense que s'ils continuent sur cette tendance, à minima, ils seront dans la discussion en 2 et 3. Et donc, on n'a pas un rookie. On a 2 rookies sur les mêmes types de postes dans la discussion. Dont un rookie qui est arrivé en semaine 5. Dont un rookie qui est arrivé en semaine 5. Donc, on aura Rookie of the Year, Offensive Player of the Year et MVP. Bon, on est pas mal. Offensive Player of the Year, honnêtement, ça se bat entre Barkley et Henry. Hein. Moi, tu donnes là, à l'un ou à l'autre. Comme Barkley a pas fait a pas fait un gros match statistiquement. Ouais, Henry non plus. Hein, donc, Voilà, mais en fait, Barkley a un match de retard. Heureusement qu'ils sont nuls, déjà eu sa baille, mais ça va se jouer entre les deux, objectivement. Objectivement, aujourd'hui, ça va se jouer entre et honnêtement, tu donnes à l'un ou à l'autre, je crie pas au vol. Non, je le donnerais au bilan hein, dans ce cas-là. Au bilan, ou alors de considérer que les Ravens sans Henry, ça peut gagner quand même, ils l'ont montré, tandis que les Eagles sans Barkley, il y a plusieurs matchs cette saison où ça ne gagne pas. C'est-à-dire que comme l'autre, il n'est pas Hall of Fame pour Gainwell, évidemment. La déception, tu as eu raison sur Cooper Legend. La réalité, c'est que sur quoi ça va vraiment se décider, ça va être sur les stats à la fin. Hein. Ça va jouer au rushing title. Donc, voilà. Je pense en effet que ça va être... Désolé d'être ultra pragmatique sur l'énergie que vont y mettre. Tu as raison, François, mais si tu finis avec un bilan avec 3-4 matchs d'écart, je ne suis pas sûr. Écoutez, on verra. Mais déjà, on a le petit kiff d'avoir des discussions là-dedans. Donc voilà, c'était vraiment mon point, en tout cas, c'était mon point sur la défense et ce qui est une défense à la Vic Fangio. Et c'est une défense qui marche. Voilà. Là, on a un vrai test jeudi, on va en reparler, mais là, on va l'avoir dans des vraies conditions. Moi, je reviens juste sur l'attaque 2 secondes, parce qu'il y a Goddard qui est revenu. J'avais été sévère en disant qu'on n'avait pas besoin d'un tight end aussi cher et Calcaterra qui faisait le jeu et tout, mais il m'a presque retourné ce con. Il n'a pas fait un grand match, mais je le trouve tellement massif. Pareil pour il s'appelle Jackson. Hein attendez, j'ai un doute terrible sur le petit rookie, le receveur. Wilson. Johnny, c'est presque le tour de contrôle. Et ben ça, les deux là, j'avais oublié de dire en attaque, pardon Victor, dans ton conducteur, je te perturbe, mais moi, Johnny Wilson et ses 3,50 m et Dallas Goedert et ses bras, il y a un moment, il y a un plan où il se parle avec les 3 tight ends. Mais les gars, pardon, j'avais oublié à quel point il faisait 2 fois Calcaterra et tous les autres. C'est un putain de frigo. Et je me dis que quand même, aussi physiquement, j'ai peut-être été un peu dur. Voilà, c'est mon petit mea culpa de la saison. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense toujours qu'il n'apporte pas plus qu'un Calcaterra. Mais... Oui, mais j'aime bien son voilà. Moi, je vais dire, parce qu'on a joué beaucoup pour venir là-dessus, on a joué beaucoup de plays à 2 tight ends. Qui notamment aide beaucoup dans le jeu de course. On a 2 tight ends qui maintenant, Calcaterra a prouvé qu'il pouvait être une menace dans le jeu de passe. Goddard doit toujours être considéré par les équipes. Et du coup, ça, avec notre style de jeu, c'est ultra confort d'avoir pas une, mais 2 options. Si on a les 2, bien sûr. Ça devient injouable. Là aussi, rien que le fait d'aligner les 2, tu vas griller des neurones. Et le wide receiver 3, Dodson, qui se met à recevoir des balles. Ça fait deux très bons matchs de suite. Sur le peu qu'on lui demande, je trouve qu'il est fiable au niveau des mains. On en revient à ce qu'on espérait sur le feu d'artifice. Et si tu es une défense, tu ne sais pas où aller. Et je trouve qu'en plus, là où on a été bon, c'est qu'ils avaient ciblé le cornerback rookie. C'est-à-dire qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'enfin, des coachs qui savent qui cibler et un feu d'artifice possible en attaque. Voilà. Oui, je pense que là-dessus, on a à peu près fait le tour. On va passer à la preview, puisque ça va arriver vite. Ça arrive jeudi. Ça fait chier que ça soit jeudi, on va pas se mentir, mais bon. On va affronter l'équipe de Washington. Qui s'est fait voler. Les Commanders de Washington qui ont été très braves dans la défaite face à nos amis des Steelers. On en parlait un peu avant l'émission avec François. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que le fait que ça soit un jeudi, je ne suis pas sûr qu'on pourra en tirer autant de leçons que ça, parce qu'on sait à quel point les matchs du jeudi peuvent être bizarres
particulier dans leur Ils préparation. sont meilleurs que les saisons dernières. Ils sont bizarres, mais je trouve que la qualité de jeu est moins pourrie que les années d'avant. C'est possible. On verra ce jeudi, mais en effet, honnêtement, enfin, là c'est évident, en tout cas pour cette saison, et on va voir comment Dallas se remet ou pas la saison prochaine, mais on est parti pour être sur les deux grosses équipes de la NFC East. À minima, cette saison, j'ai tendance à penser pour le futur aussi. Voilà, ça donnait envie de le voir dans des conditions, de voir cette première de Jaden Daniels face à nous, dans des conditions un peu plus objectives que celles où dans un sens ou dans l'autre, on pourra se dire, ah bah oui, mais mais ils avaient le match difficile. Oui, mais voilà. oui et non, parce que mine de rien, Jaden Daniels en prime time dans un rivalry game pour la première place de la division, moi je demande à voir. C'est pas évident à gérer, hein, aussi talentueux soit-il. Je suis pas en train de vous dire qu'il a explosé du tout. Je suis en train de dire que je sais pas comment tu peux suivre. C'est vraiment dur comme match. Hein. Moi, je fais partie des gens qui pensent que quand tu as vécu des matchs de type LSU comme il a vécu, honnêtement, les rivalités de NFL, je suis pas sûr que. Ah, c'est pas le même niveau de compète. C'est pas la. Ouais, mais une rivalité universitaire, honnêtement, en termes de sais, pression. Mais franchement, j'ai un petit doute, moi. J'ai un petit doute. Il m'épate depuis le début de l'année, mais je veux voir ce que ça fait dans un stade hostile, en prime time, face à une équipe sur le toit et avec qui tu peux être à 2 matchs en cas de défaite. Hein. Non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est beaucoup. Hein. Et moi, il y a quand même un truc qui me rassure. C'est que cette défense de Washington, elle performe mieux que prévu, sauf le jeu à la course. Oui, on disait ça de Dallas et on les a transpercés par les airs. Bon. J'entends, mais tous les matchs ne se ressemblent pas. J'ai l'impression personnellement, et les blessures n'aident pas bien sûr, mais j'ai l'impression que on a vraiment quelque chose à jouer au niveau du jeu de course. Après, la clé pour nous, ça sera de réussir à défendre Jaden Daniels, qui, je veux dire, globalement, il n'a pas la meilleure ligne de la ligue, même s'ils sont tout à fait honorables cette saison. Il n'a pas les meilleurs receveurs de la ligue à part McLaurin, mais il arrive à faire beaucoup avec peu. Donc, il va falloir un spy. Je pense que ça sera Zach Bone. Je serais très étonné que ça soit quelqu'un d'autre. Donc, un spy, pour ceux qui... Voilà, c'est donc un espion. C'est un linebacker qui, en plus de ses assignations habituelles, va avoir pour but de surveiller le quarterback, parce que si le quarterback part à la course, c'est lui qui doit aller le chasser. Voilà, globalement. Et bon, moi je le trouve parfois très rapide. Parfois, ça peut être le slot cornerback. Parfois, ça peut être le slot cornerback aussi. Je ne serais pas étonné que Dejin se fasse un petit plaisir de se faire ses petits screens et ses plaquages. Franchement, ça rejoint ce qu'on disait. Hein. Si c'est Dejin ou Bone, c'est vif, c'est dur au mal, tu n'arrêtes jamais un plaquage. C'est des vraies armes anti. Et en plus, j'ai envie de dire, quand tu as plusieurs personnes qui peuvent être espions, tu peux aussi mettre la confusion dans la tête du quarterback en lui faisant croire que c'est un tel, alors qu'au moment où l'action se déroule, c'est l'autre. Alors donc, après, le risque, c'est que tu libères un peu d'espace s'il est assez vif. Oui, mais ça fait partie de. Tu t'en prendras. Des duels face à ces quarterbacks. Moi, là où je suis d'accord, on a vu, l'air de rien, Washington s'est pris une première grosse défense avec Pittsburgh ce week-end. Là, ils vont s'en prendre une deuxième, parce que maintenant, on peut se considérer, vu comment on joue actuellement, je pense comme une des meilleures défenses de la Ligue. En tout cas, ça va être un test pour le confirmer. Et autant en tant que fan des Eagles qu'en tant que fan de NFL, j'ai envie de voir Daniels face à ça. Et j'ai envie de voir nos rookies, j'ai envie de voir cette nouvelle défense face à ce que Washington propose. Je suis curieux, je suis prudemment confiant. Mais voilà, c'est un bon test pour nous et j'ai assez de. Si c'était pas un Thursday night, je serais super excité. Là, ça me fait un peu chier de me voir le taper le vendredi matin. Parce qu'on va pas le voir en direct. Hein. Enfin, moi, je ne vais pas pouvoir le voir en direct. Je vais peut-être me lever 1 heure plus tôt. Je vais peut-être essayer de faire la seconde mi-temps direct plutôt que de mettre mon réveil à 4h30. Je vais peut-être le mettre à 3h45 pour voir. Mais... Oui, mais moi, je pense que je vais faire un truc comme ça aussi. Mais par contre, très peu de chance
Très peu de chances de voir en direct, malheureusement, mais ça fait partie des choses. D'ailleurs, si vous êtes fan de la NFL en général, vous avez quand même ce week-end, donc Washington-Philadelphie, vous avez quand même Pittsburgh-Baltimore, duel pour la couronne de AFC Nord. Vous avez aussi un Bills-Chiefs. Il y a du beau match. Il y a du beau match. Spoiler, les Chiefs ont gagné. On ne sait pas comment parce que bon, ils ont sacrifié des vierges à la pleine lune et ils gagnent de plein de façons différentes. Mais ils trouvent toujours un moyen. Et spoiler, puisque t'arrêtes pas, tu en parles, il y a plein de gens autour de moi et j'entendais Benjamin Bernard sur BeIN dire c'est la preuve qu'ils vont faire un 17-0, la première équipe à 17-0. J'entends plein de gens dire ça va faire du 17-0. Ce sont des signes du destin. Alors moi déjà, je crois pas au karma. Mais deuxièmement, je me rappelle d'une équipe des Eagles qui était à 10-1 et qui gagnait de peu. Et je me rappelle d'un con d'animateur en train de dire c'est la preuve qu'on va être fort, ça ne peut pas basculer. Et derrière, on a fait l'inverse. Et ben moi, je crois que malgré leur talent et malgré Mahomes, à un moment, ça se retournera et qu'ils n'ont plus de marge. Voilà. Ouais, mais c'est très difficile de faire 17-0. Enfin, nous, de notre vivant, on l'a vu une fois et ils n'ont même pas gagné le Super Bowl. C'est vous dire à quel point la NFL, c'est compliqué. Alors, c'était pas 17, c'était 16. Je suis d'accord. Mais bon. Oui, mais moi, je pense que vraiment, ils ont. Si Mahomes reste à ce niveau-là, la chatte n'arrivera pas tous les week-ends. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Eh ben, écoute, peut-être que Didier Deschamps est en contact direct avec Andy Reid et que c'est la chatte de Délé. Il l'a perdu, la chatte à Délé. Peut-être que la chatte de Didier Deschamps a traversé l'Atlantique. Ah, mais voilà. C'est des échanges équivalents. Si vous voulez en savoir plus, il faudra regarder Full Metal Alchemist, que je vous recommande d'ailleurs. Messieurs, les pronos. Allez, François, je vais te laisser commencer. Je ne veux pas te griller, je vais encore t'humilier sur le prono comme la semaine dernière. D'accord. Que tu m'as piqué, prono que tu il a une grande gueule, putain, c'est incroyable. Oui, bien sûr, et ça va gêner qui? C'est fou d'être vulgaire comme ça, Victor. C'est incroyable. Allez. On est entre nous, là, c'est bon, on a le droit d'être vulgaire. 31-21. Il me l'a piqué. Je parlerai au dernier, vas-y, Victor. Mais attends, je cherche. Ah, voilà, je cherchais mon petit fichier, parce que en bon comptable, j'ai un Excel, tu sais. Quelle horreur. Ah, oui, écoute, avec des formules automatiques. Je ne sais même pas me servir d'Excel, papa. Ah, ben alors moi, je vais te dire, sans Excel, ma vie ne fonctionnerait pas. Et je crois, sans vouloir, voilà, mais que la vie de François ne fonctionnerait pas non plus. Voilà. Je ne vous en veux pas, hein, c'est très bien, là-dessus, dans un monde, regardez. Exactement. Donc, je marque le petit point pour Grégory, comme ça, il sera content. Au niveau de François, normal. On a donc du 31-21. De mon côté, on a du 28-24 pour les Eagles. Et du côté de Grégory, nous avons... On aura 34-17 pour les Eagles. 34-17, c'est parfait. D'ailleurs, 34-18 sur la langue. T'as bien. 18, c'est déjà moins. Mais c'est pour ça que c'était excitant. C'était excitant. Ils en mettent un, ils ratent le truc. Bon, mais on reste à 34-17. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est quand même important quand on n'a que 4 jours de repos, encore que le déplacement ne soit pas très long. Mais c'est chez nous. Hein. Voilà, pour ceux qui se demandaient. Puisqu'après, par contre, on a 2 déplacements d'affilée, Los Angeles et Baltimore. Bon, pareil, l'avantage, c'est que le deuxième déplacement, Baltimore, bon, Philadelphie, Baltimore en avion, c'est pas très long. Et après, on a 2 matchs. C'est pas long. Après, on a 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur, mais ça sera Washington. Voilà. Et 2 matchs à domicile. Donc, en fait, dans les 5 derniers matchs de la saison, on aura un seul match à l'extérieur et c'est juste à côté, c'est à Washington. Donc, je trouve que le calendrier de fin de saison est pas mal pour arriver en forme physique au niveau des playoffs. Question, parce qu'on l'a zappé, ça comme info, et je n'ai pas la stat. Donc, depuis combien de temps, là, de mémoire, hein, si on ne trouve pas, on n'a pas encaissé de touchdown dans un match? De touchdown offensif, tu veux dire? Ouais. Parce qu'il y a si, face aux Bengals. Non, face aux Jaguars. Non. Aux Jaguars, on en prend. Bah si. Mais non, mais si, parce qu'à 22-0, ils mettent un touchdown pour le 22-8. Donc ça, déjà, c'est un touchdown offensif. Ensuite, il y a touchdown défensif et ils mettent un autre touchdown. Non, tu n'as pas compris. Je fais l'inverse. Je dis, on n'a pas encaissé de touchdown contre les Cowboys.
Ça nous était pas arrivé depuis combien de temps? Ah, pardon, j'avais mal compris la question. Après, je me suis mal exprimé. Malheureusement, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est Excel. Donc, pardon, Alors, je recommence. en 2017, je sais qu'on n'en encaisse pas un seul puisqu'on les explose à l'aller et au retour, on perd 6-0 dans le match des remplaçants la dernière semaine. Oui, mais dans tous nos matchs NFL de ces dernières années, moi, j'ai pas de souvenir où on ne prend pas, même en garbage time, un touchdown. Mais il y en a en tout cas, en 2 matchs de division, on a pris 9 points. Voilà. Et ça, c'est beau. Et on est toujours à 2-0 en division. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je pense. Oui. Non, je dis road to Super Bowl plus que jamais, quoi. Voilà. Bah là, en tout cas, on est pas mal. Même si on aura face à nous des Lions qui, même en lançant 5 interceptions, gagnent des matchs. Donc, ouais, alors c'est surtout Houston qui ne gagne pas. Hein, c'est vrai. Je l'ai vraiment vu le match parce que c'était férié. Ils ont démarré de feu. Leur uniforme rouge, c'était extraordinairement beau. Il faut le dire quand même aussi. C'était vraiment une couleur, mais démentielle. Bravo Lions de ne pas exploser, mais enfin, très déçu par Houston qui ne fait que du field goal et qui perd à la fin. Bon, voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça. Eh bien, merci à tous. On se retrouvera semaine prochaine ou ce week-end, mais bon, ça risque d'être compliqué, honnêtement, ce week-end. Donc, sûrement semaine prochaine pour débriefer ce match et cette victoire, évidemment. Et on se retrouve. Donc, n'oubliez pas, le match, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15. Merci François, merci Grégory, merci à tous et bonne journée. Ciao, ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.